dans Dans les Movies, ravie de vous retrouver après ces mois de silence dû à un travail, c'est-à-dire quelque chose de chiant, mais que tout le monde fait. Je reçois aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Léo Carman et Sabrina Karine, respectivement réalisateurs et scénaristes d'un excellent film qui s'appelle La dernière vie de Simon. Ce que je vais vous montrer, je n'ai jamais montré à personne. Du coup, je vais beaucoup vous parler d'esthétique du film, d'inspiration pour en dire le moins possible, évidemment, sur la trame et sur sa fin, bien sûr, extraordinaire, que je vous conseille évidemment de découvrir en salle. C'est l'histoire d'un petit garçon de 8 ans qui est orphelin, qui s'appelle Simon, et qui a un pouvoir magique, c'est-à-dire que quand il a touché quelqu'un, il est capable de prendre son apparence. De la copier. De la copier. Et je sais pas si je pense qu'on peut s'arrêter là. Absolument. C'est long. C'est long à faire. Pour nous, ça a été une expérience géniale parce que donc avec Sabrina, on a commencé à l'écrire il y a 8 ans et on s'est dit que c'était vraiment le genre de film qu'on avait envie de faire. On s'est beaucoup posé la question de sur quoi on se lançait et en fait, on a vite répondu il faut qu'on fasse le genre de film avec lequel on a grandi, le genre de film qui nous font rêver. Et même s'il y en a peu en France ou quasiment pas, ce qui est vraiment important, c'est de se battre pour faire ce qu'on a envie de voir, quoi. Et le plus long a été de convaincre que ça avait sa place en France et que ça valait le coup de le faire. Ce qui était génial, c'est qu'avec Grégoire Debailly, le producteur, il m'a tout de suite dit bon Léo, t'as moins de 30 ans, c'est rare les réalisateurs de moins de 30 ans, la plupart des producteurs te diraient entoure-toi de cadors qui ont 20 ans de plus que toi pour faire le film, mais c'est pas ce qu'il m'a dit. Lui, il m'a dit écoute, t'as une équipe autour de toi, il y a des gens qui ont ton âge et avec qui tu fais des films, des courts-métrages depuis 10 ans, entoure-toi de gens en qui tu as confiance, qu'il n'y a que comme ça que tu feras le meilleur film possible. Et en fait, il valait mieux partir avec des jeunes déterminés et plein d'étoiles dans les yeux que des vieux qui savent tout. Oui. Comment est-ce qu'on tient un budget de premier film? Oui, voilà, absolument, avec du morphine dedans, avec des effets spéciaux dedans. En fait, on fait un peu la liste de tout ce qu'on a envie de faire. Et ensuite, on confronte avec une équipe qui nous dit ce qui est possible. Et on prie. Je pense qu'il y a deux manières d'aborder le métier de réalisateur. La manière frustrante, qui est de tout le temps voir ce qu'on n'a pas, et puis la manière constructive, qui est de tout le temps voir ce qu'on a. Et je préfère être de la deuxième école, c'est plus sain, je pense, et puis plus stable émotionnellement. Alors, Sabrina, vous, c'est pas votre premier long. Non. Racontez-nous un peu le parcours. Moi, en effet, c'est le deuxième. Ouais. Le premier, c'était Les Innocentes, coécrit avec Alice Vial, réalisé par Anne Fontaine. En quoi c'est différent, Les Innocentes? Parce qu'on est dans quelque chose d'extrêmement sobre, qui est basé sur une histoire vraie. Nie potrafię pogodzić z moją wiarą tego wydarzenia. Là où c'était plus facile, et je mets des guillemets à facile, mais c'était dans le fait que c'est la façon dont le film s'est fait en fait. J'ai l'impression que déjà il rentrait dans une case. En plus il y avait Anne Fontaine qui était une réalisatrice qui avait quand même connue. J'ai la sensation que le jour où on a décidé, enfin le jour où on a trouvé notre producteur, c'est parti en ligne droite quoi. Léo, il nous a dit à la projection du show web qu'il y avait dans La dernière vie de Simon un élément de merveilleux. Pourquoi ce serait du merveilleux? En fait, le fantastique, c'est, dans sa définition première, l'intrusion d'un élément surnaturel et inquiétant. Mais ça a été un petit peu dérivé en France. Et en France, quand on parle de film fantastique, on a plutôt tendance à l'associer aux films d'horreur. Absolument, ça peut en tout cas. Or, c'est pas le cas de notre film. Pas du tout. Donc, on s'est beaucoup posé la question de quel genre communiquer. Et je trouve que le genre merveilleux est un bon genre, parce que ça inclut le fantastique, mais à la fois, ça nous indique un film plus léger et magique qu'un thriller d'horreur. Parce que faire un premier long métrage d'un réalisateur de moins de 30 ans avec des enfants, des effets spéciaux, du fantastique, de l'aventure, de l'amour, du romanesque, des belles images et de la musique, on nous a un peu répondu, comment vous dire. Quand j'ai regardé les premières images au moment des enfants, j'ai assez vite pensé à Jean-Pierre Jeunet. Est-ce que c'est une vraie inspiration à vous ou est-ce que c'est moi qui fantasme parce que j'aime bien? Jean-Pierre Jeunet n'a pas été une référence visuelle, par contre il a été une référence d'ambition. C'est-à-dire que ce que j'aime beaucoup chez Jeunet, c'est qu'il se pose vraiment beaucoup de questions de forme et je trouve que c'est des questions qu'on ne se pose pas assez dans ce pays. Alors vu qu'on est dans le conte et dans l'enfance,
Vous nous avez parlé des films avec lesquels vous avez grandi. On va demander à Sabrina en quoi la dernière vie de Simon nous accompagne sur les films qu'on connaît déjà ou qu'on a vus petits. Bah moi c'est très un peu comme Léo, on s'est pas rencontrés pour rien. Ah Moi c'est vraiment les films qui touchent à l'enfance en fait. Et on est très sur Spielberg quoi. Et qui même dans les films qui quelque part mettent en scène des adultes, il y a quelque chose de l'ordre de l'enfance et du ludique en fait. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petite, j'adorais aller au cinéma pour rêver. E.T. a été une vraie référence dans la structure dramatique du film, c'est-à-dire qu'on s'est tout de suite dit, ce qui nous intéresse, ce qui est très intéressant dans E.T., c'est comment on part de l'intime, c'est une histoire très intime avec cet enfant et cette alien qui se passe dans cette maison, on est dans du fantastique merveilleux, et comment à la fin le secret est révélé et le monde cruel s'en prend à nos héros. Quoi. Spielberg, Zemeckis, Cameron, c'est vraiment... Cameron, Ce cinéma du romanesque et ce cinéma de spectacle, ce genre de cinéma où on vit des émotions dans la salle et puis quand on sort, on se dit que ça nous a quand même raconté des trucs sur nos vies. Quoi. C'est le côté ludique enfantin de Spielberg avec le côté histoire d'amour romanesque de Cameron. Quoi. Et en termes visuels, c'est vrai que E.T. est encore une référence, mais Super 8 l'a été beaucoup pour ce qui est des couleurs, le bleu du ciel et dans tout ce qui est optique. Et pour les amateurs des films des années 80, l'ouverture du film est une référence à Big Gay. On en parle beaucoup du cinéma qu'on veut faire, du cinéma qu'on fait ici, du est-ce qu'on a réussi à faire celui-là, donc est-ce qu'on se dit juste c'est génial, on a réussi à le faire, du coup maintenant on va partir. Et en fait non, en fait peut-être que j'anticipe des trucs, mais ça nous y emmène en tout cas. En fait on s'est dit non, on a tous les projets qu'on a qui sont encore plus ambitieux, encore plus énormes, encore plus voilà. En fait, mais quelle excitation de les faire ici. Je trouve ça trop triste en fait de dire qu'on peut pas faire ça ici, et je n'y crois pas en fait. Et je trouve que ça donne encore plus de sens aux films qu'on fait, de les faire ici, ça apporte quelque chose de politique. Et moi je trouve pas ça normal que les gens qui ont du talent s'en aillent en fait. L'éternel cercle vicieux, où les financeurs restent frileux et cantonnent le ciné de genre à une niche fauchée, qui du coup ne fait pas de gros scores, et ce qui les rend encore plus frileux. Ce que je trouve dur en fait en France, c'est que je trouve qu'on a un cinéma de sujet, et pas du tout un cinéma de forme. Un scénario sera d'autant plus finançable si le sujet est d'actualité ou si le sujet est sociétal que si le scénario est bon. Et donc tout notre combat a été de travailler le scénario pour qu'il soit suffisamment bon pour qu'on en oublie que le sujet n'est pas sociétal. Moi c'est ce que j'ai trouvé ça hyper beau, c'est que pendant toute la phase où on a cherché de l'argent, on nous disait on fait pas ça en France, en mode c'est dur, machin, tout ça et tout. Et une fois qu'on a passé de l'autre côté, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu les financements et qu'on l'a fait, et donc on était que avec des techniciens, des artistes, tout ça, c'était on fait pas ça en France. Enfin, d'un seul coup, excité plutôt que d'avoir peur. Ça, c'est le ton qui change. Voilà, ils étaient heureux. Pour moi, ma plus grande fierté, ce serait que ce film-là permette à des films réputés infaisables de se faire. Ça, alors là, bien sûr, ce serait génial. Même s'il y a plusieurs subterfuges dans le film pour ne pas montrer la transformation en elle-même, mais de comprendre quand même que le personnage passe d'une forme à l'autre, il fallait quand même à un moment le montrer. Et quand on s'est posé cette question, à quoi ça allait ressembler, je parlais avec les équipes de Micros Images, qui sont l'équipe de VFX du film. Oui. Et tout de suite, je leur ai dit que j'avais envie, c'était que, déjà, on y croit, qu'on a envie d'y croire. Et pour avoir envie d'y croire, il fallait que ce soit finalement sobre. Quelque chose de purement physique, quoi. L'impression que ce soit vraiment le corps qui change concrètement, comme si c'était un muscle en plus qu'il avait. Voilà. Et du coup, on s'est posé la question de quelle technique adopter, qui soit donc à la fois dramaturgiquement intéressante, ce que je vous disais, et qui soit aussi dans nos moyens, parce que ça reste un petit film. Et on s'est mis d'accord sur une technique qu'on appelle le morphing 2D. Qui est en fait un morphing qui n'utilise que des vraies images. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait, sur les visages en tout cas, du morph 3D, c'est-à-dire en reconstituant en 3 dimensions les visages des acteurs et en le gérant ensuite en images de synthèse entre les deux visages. On n'a pas fait ça. On a fait un peu de morph 3D pour ce qui est des vêtements de temps en temps, surtout dans la scène qu'il y a sur internet, on voit que le pyjama se déforme en même temps que l'acteur. Le pyjama a été reconstitué en 3D. Tout ce qui est visage était qu'avec des images tournées sur place. Donc en gros, le principe c'est très simple. Vous avez l'acteur A qui joue la scène jusqu'au moment de la transformation, avec des gommettes sur le visage et sur un fond vert. Et ensuite, vous remplacez l'acteur A par l'acteur B, c'est-à-dire l'arrivée de la transformation, qui reprend, on voit grâce à un appareil ce qu'on appelle la mixette, on voit la dernière image de l'acteur A, on met en surimpression l'acteur B, il prend les mêmes marques, les yeux dans les yeux, le nez dans le nez, la bouche dans la bouche, à peu près la même expression, les gommettes sur le visage aussi,
et continuer la scène. Et le morph ensuite est créé par l'équipe des effets spéciaux. L'autre partie de la transformation dont on parle peu, parce qu'on parle tout de suite des effets spéciaux, mais c'est le son, parce que sans son, on ne verrait que l'effet spécial. Et donc là, il y a eu beaucoup de recherches sur le son, sur à quoi pourrait ressembler quelque chose qui n'existe pas, en termes de son, et donc on allait vraiment... on fait comment ça se passe, des sons qui soient des sons de nature, quoi. Quelque chose de... comme ça, qui se fasse, qui ressentent vraiment quelque chose d'organique. Absolument. Du coup, les bruitages, c'était quoi? C'était de l'eau, c'était des os craqués? On a testé les os craqués, en fait, c'était assez dégueu. Ça nous sortait un petit peu. Non, on est plus sur, effectivement, des rochers, des bruits de roches entre elles. On a un peu d'eau, effectivement. Il y a un peu de vent aussi. Ça fait... comme ça, évidemment. Parce qu'il y a comme si l'air se déplaçait en même temps de l'information, voilà. Et après, c'est la magie de ce qu'on appelle des pitchs, c'est-à-dire d'un peu changer les sons, de partir d'un vrai son organique et un peu les transformer en termes de fréquence pour faire quelque chose qu'en fait on n'a jamais entendu. Et nous, l'idée aussi, l'objectif avec La Dernière Vie de Simon, c'était, contrairement à Stranger Things, c'était de rappeler ce cinéma-là, mais de se dire qu'on peut faire du merveilleux à notre époque. Parce que Stranger Things joue aussi beaucoup sur la nostalgie d'une époque, des années 80, ça se passe dans les années 80. Et nous, ça a été un truc très vite, on s'est dit, mais on doit pouvoir faire des choses qui nous font rêver, même s'il y a des téléphones portables, même si on est dans un monde de réseaux sociaux, et un monde c'est possible de continuer à raconter des histoires merveilleuses à notre époque. C'était aussi un défi qu'on s'était donné à l'écriture et à la mise en scène. Et d'ailleurs, je me souviens, on a regardé Stranger Things, je me souviens, la saison 1, et ça nous a vachement aidé pour le scénario. Parce qu'on était encore dans une phase où on était encore dans des codes de genre encore appuyés, qu'on nous reprochait encore au scénario. Et c'était une époque où il y avait des méchants dans notre scénario. Et en fait, en regardant Stranger Things, il y avait donc ces méchants-là, il y avait tout ça et tout. Et on s'est regardé, on fait... Mais en fait, il y a un truc qui nous a pas plu, où on s'est dit... mais qui nous appartenait pas, en fait. C'était des codes très américains. Et du coup, on a enlevé tous ces trucs de méchants, de machin et tout. Et là, c'est passé... Vous gardez le merveilleux, vous enlevez le monstrueux, parce que mine de rien, dans Stranger Things, il y a des monstres. Pour tous les scénaristes et réalisateurs qui veulent faire du genre en France, ce qu'on a de notre expérience en fait, il est beaucoup plus facile de faire du genre en France quand on se sépare de tous les codes qui ne nous appartiennent pas. À chaque fois qu'on a fait ce travail, le scénario s'est amélioré. Bien sûr. Et en plus de ça, ça nous a ouvert des nouvelles portes de financement. Donc on pense que pour faire du genre en France, il faut assumer de faire du genre français. Ouais. D'ailleurs, quand les Français tentent d'imiter les Américains, 9 fois sur 10, c'est forcément moins bien. Bah oui, mais parce que même si on aime, ce n'est pas notre culture. Oui, c'est pas nous en fait. Mais je pense qu'on peut trouver un juste milieu, c'est-à-dire faire du genre en France qui nous appartiennent, mais qui ne renie pas ses influences américaines. C'est bien qu'il y ait de l'antagonisme, mais ça ne veut pas dire qu'il y ait forcément un méchant. Dans La Dernière Vie de Simon, l'idée c'était que l'antagonisme vienne des personnages principaux entre eux. C'est là que la puissance émotionnelle est arrivée, en tout cas. C'est beaucoup plus facile de se projeter dans cette histoire. Enfin, moi, dans ma vie, il n'y a pas de méchants. Absolument. En tout cas, il n'y a pas de méchants comme on voit dans les films. Oui, voilà. Pour donner un exemple concret, dans La Dernière Vie de Simon, justement, donc il y a beaucoup d'action à la fin. Oui, c'est vrai. Et c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup reproché pendant beaucoup de versions. C'est-à-dire qu'on nous disait, c'est comme s'il y avait un deuxième film, d'un seul coup on part en mode machin ça, et comme dit Léo, c'est comme si on nous disait, mais il y a trop de vélo dans E.T. Mais non, voilà. Et en fait, on s'est rendu compte, du coup, on a fait ce travail de diagnostic, justement, de quelle est l'émotion qu'il y a derrière, et en fait, on s'est rendu compte qu'on perdait le personnage. C'est-à-dire qu'il y avait un truc où, oui, on passait dans l'action, et de toute façon, on voulait passer dans l'action, mais quelque part, on n'était plus dans l'intime du personnage. On ne vivait plus avec lui, et on avait l'impression qu'on n'avait plus juste que ça, une espèce de démonstration de course-poursuite, tout ça et tout. Et du coup, tout le travail a été de redonner de l'intime à ces scènes d'action. Finalement, on n'a rien enlevé de ce qui se passe, mais on a rajouté l'émotion, en fait, et on ne quitte pas le personnage, en fait. On a compris qu'il était possible de faire des changements de genre au sein d'un même scénario s'il y avait une vraie continuité émotionnelle. Mais ça, on l'a compris par les retours. Le prochain, c'est un biopic sur la première femme d'Albert Einstein et leur histoire d'amour, en fait. C'est-à-dire que du moment où ils se sont rencontrés jusqu'à leur séparation et comment ils ont tout fait ensemble, mais que personne ne la connaît. Voilà, même que personne ne la connaît. Et ben, la conclusion, c'est qu'on choisirait personne d'autre que nous. Oui. Et c'est ça qu'il faut. Parce qu'après tout ce qu'on a fait, si on répondait qu'on voulait quelqu'un d'autre, c'est qu'on n'aurait pas compris la leçon. On serait passé à côté du message.